Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. Dans un monde où les attentes en matière de responsabilité sociétale RSE sont plus élevées que jamais, les entreprises doivent savoir comment communiquer de manière éthique et authentique. Et c'est là que les relations presse jouent un rôle clé. Alors comment transformer ces relations presse en un véritable levier de communication pour une croissance responsable ? Avec l'invité du jour, nous allons explorer ensemble comment les entreprises peuvent utiliser les RP pour valoriser leurs initiatives RSE ou marketing durable, capter l'attention des journalistes, presse et médias, et surtout, éviter les pièges du greenwashing. Que vous soyez dirigeant, marketeur ou communicant, mon invité vous donnera des pistes concrètes pour construire une stratégie de communication alignée avec vos engagements RSE, tout en renforçant votre crédibilité auprès de vos parties prenantes. Bonjour Delphine. Bonjour Diane. Et bienvenue sur Marqueur. Merci de m'accueillir. Écoute, je suis ravie qu'on fasse cet épisode ensemble et parfois, tu vois, c'est le fruit du hasard. Là, c'est toi qui m'as contactée. Exactement. Souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui vais chercher les invités. Tu m'as contactée sur LinkedIn et je me suis dit, pourquoi pas. C'est vrai, c'est un sujet que j'ai pas encore abordé et ça me ferait plaisir de l'aborder, ce thème-là, avec toi. Alors, comme mes auditeurs ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Delphine Margot, j'ai 40 ans. Non, 41. À chaque fois, j'oublie. Je viens de passer, donc 41 ans, je vis à Lyon. Même si je suis souvent par Mont et par Vaux, comme cette semaine où j'étais entre Lyon, Paris et Londres, donc je sais plus trop où j'habite aujourd'hui. Si on parle anglais, c'est pas grave, hein, don't worry. Voilà, il faut m'excuser. Alors je veille toujours, et c'est ce que je dis d'ailleurs souvent aux personnes que j'accompagne, attention au franglais. Alors là, ce sera pas ni du snobisme, ni... voilà, donc en fait, finalement, mon métier, je l'ai quasiment créé. Ça vient du fait que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans en entreprise, dans des entreprises complètement différentes, en organisation internationale, en agence RP, donc relations presse, dans un grand groupe et dans une start-up qui s'appelait Capitaine Train, qui a rejoint Trendline et qui a fait une énorme IPO, une entrée en bourse, première entrée en bourse en 2019. Et tout au long de ce parcours, moi, j'ai pu toucher à pas mal de métiers ou de secteurs dans la communication, dont les relations presse, en effet, côté annonceur et côté agence. Et je m'aperçois que les RP sont assez mal maîtrisés et source de frustration auprès de mes collègues aussi qui font de la com et qui maîtrisent pas forcément cet angle-là. Et je me dis... J'ai vraiment envie de faire quelque chose pour faire monter en compétence les personnes qui gèrent la communication sur ce sujet-là. Et en plus, la frustration, elle est côté des personnes responsables de la com, mais elle est aussi côté agence. Et j'en reparlais justement avec plusieurs agences en début de semaine qui me disaient, nous, on n'a pas le temps de faire de la pédagogie et on a des entreprises qui nous demandent des choses qui n'ont aucun sens parce qu'on va pas aller modifier un article. Un exemple typique, un client, donc l'agence me disait, le client voudrait que le journaliste ne cite pas un concurrent, n'écrive pas cette phrase, change le titre. Et l'agence me dit, moi, je vais expliquer à mon client, donc entreprise, que non, à ce moment-là, sinon il faut faire du publi-reportage ou acheter un encart publicitaire, mais c'est la liberté de la presse, le journaliste écrit ce qu'il veut. Et donc l'agence ou le freelance peut faire un peu de pédagogie comme ça, mais n'a pas le temps et c'est pas son travail. Et donc moi je me suis dit, j'ai envie d'aller aider et être le facilitateur finalement entre les deux et faire cette pédagogie-là sur les RP. Les RP ensuite étant
un des piliers de la stratégie relations presse, je fais cet accompagnement de pédagogie, de sparring partner auprès des dirigeants en communication pour les faire monter en compétences. C'est un peu comme si tu jouais finalement au tennis. Tu joues, tu es très endurant, tu lances tes balles. Et en fait, je renvoie la balle, mais le fait d'avoir cette expérience-là, ça veut dire que tu peux jouer avec un partenaire de jeu qui a de la seniorité et qui va aussi à la fois jouer avec toi, mais être aussi sur le côté, challenger peut-être ta strat, pointer tes angles morts, challenger la façon dont tu structures ta communication, ta stratégie, et encore une fois, monter en compétences. Alors, tu parlais des différents piliers en disant RP, c'est un des piliers, mais quels sont les autres? Il y en a beaucoup et c'est vraiment important de penser la stratégie de communication comme une matrice et pas en silo. J'ai eu le cas hier justement où on s'est retrouvé avec une équipe qui avait fait une strat et une autre équipe qui avait travaillé sur une vidéo et les deux s'étaient pas parlé. Oui. Classique. Il y a les RP, il y a les réseaux sociaux et même dans les réseaux sociaux, on pourrait mettre des sous-parties avec en fonction des différentes cibles. Tu vas avoir les podcasts qui pour moi font partie de la stratégie de communication. Tu vas avoir de la stratégie en effet de contenu. Tu vas avoir les événements par exemple aussi. C'est assez il y a plein de canaux différents. Tu vas avoir des relations publiques. Donc, c'est pour ça que souvent je précise que là, on parle de relations presse en RP, mais tout ce qui est événementiel, tout ce qui est awards, justement, des prix, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Donc, on peut le penser vraiment en 360. Tu gères aussi avec tes clients cet axe-là, le côté recherche de prix pour améliorer l'image de marque, la visibilité, la crédibilité? Parce que pour moi, on a souvent le revers de la médaille. Si on veut participer à tel ou tel prix, il faut payer. Et ça, vraiment, c'est clair, j'ai du mal. Pour moi, c'est un peu du greenwashing. Non, mais clairement. Clairement, et j'ai même eu le cas où une entreprise avait gagné un prix. Donc, l'inscription était gratuite. Elle avait gagné le prix, mais pour avoir son prix, ensuite, il fallait payer. C'était en Allemagne. Et c'était un peu la petite mauvaise surprise. Donc, évidemment, l'entreprise n'a pas payé. Oui, j'accompagne. En fait, ça va dans mon rôle de conseillère ou des DIRCOM ou des responsables communication, de leur dire pourquoi on veut faire ce prix-là. Et finalement, le pourquoi, c'est la question qui va revenir peut-être beaucoup ce matin aussi. Mais pourquoi on veut postuler pour ce prix? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et comment on va capitaliser là-dessus? Est-ce que c'est juste pour flatter l'ego? Est-ce que c'est juste pour avoir un peu un label? Est-ce que, au contraire, tu vas pouvoir l'utiliser en presse? Est-ce que ça t'ouvre un réseau? Donc, oui, mon rôle, c'est aussi de venir challenger tout ça. Et ça arrive souvent. Est-ce que ça intéresse suffisamment les médias en communiquant sur telle entreprise, elle a obtenu tel prix? Non, par contre, ce qui est assez malin aujourd'hui, beaucoup de prix sont faits en partenariat avec des médias. Et je pense que c'est assez intéressant justement peut-être pour aller chercher de la visibilité, d'aller voir quels sont ces prix qui sont peut-être faits avec tel ou tel média. Et je pense que ça peut être intéressant d'aller sur ces prix-là. Comme on parle de RSE, est-ce que tu connais des prix à impact pertinents ou bien est-ce que c'est une question piège parce que je l'avais pas préparée celle-là? Il en existe. Alors là, j'en ai un en Angleterre, ce qui n'est pas forcément peut-être un bon exemple pour ceux qui nous écoutent, mais justement sur des awards des personnes les plus influentes dans l'accessibilité en Angleterre. Donc, c'est en quoi telle et telle personne, certes, sont influentes, mais aussi font une réelle action pour démocratiser l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et ça, je trouve que c'est assez puissant. Il y en a beaucoup. Il y en a aussi j'ai pas de nom, pour être très honnête, là, ce matin. Je pense qu'il y en a beaucoup par région. Et il faut pas sous-estimer aussi cette communication régionale. Donc, il faut aller chercher un petit peu celles qui sont pertinentes par rapport à son secteur d'activité, mais aussi pas forcément à l'échelle nationale, mais dans son écosystème local. Et comment on se prépare à donner de l'info à des médias, à des journalistes? Je sais bien qu'il faut une structure, une tonalité quand on rédige un communiqué de presse. Tu as le chapeau qui doit être suffisamment attractif, le contenu, le corps du texte, la présentation de l'entreprise, les coordonnées. En fait, tout doit être croustillant finalement pour le journaliste. Mais comment ça se passe pour toi? J'adore cette question-là et elle est tellement importante parce que je vois trop d'entreprises qui vont en RP la fleur au fusil en mode « je gère ». Et en fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire que il faut être vraiment conscient de l'impact que tu as quand tu prends la parole dans la presse. Et
en plus, tu maîtrises pas totalement. Donc, c'est un peu l'exemple que je maîtrise et que je te donnais au début. Donc, il y a toi, les messages que tu vas délivrer, puis il y a ce que le journaliste va vouloir en faire. Donc, il faut être super, super préparé. Et as-tu un pourcentage de ce qui est retenu? Tu sais, si je fais le parallèle avec les formations, généralement, on retient que très peu de pourcentage sur une journée de formation. Si c'est un article dédié, il va... En fait, si c'est un article dédié, ça va être 100%, mais sûrement avec un angle. En fait, si c'est juste du descriptif, le journaliste va pas le prendre, donc il y aura de toute façon un angle. Si c'est sur un sujet en particulier et toi, tu as été interviewé pour ça, peut-être qu'il va en rester 2%. Et c'est là où il faut être hyper... Donc, pour revenir à ta question, il faut y aller préparé dans le sens où il faut se demander déjà pourquoi je fais des relations presse. Je challenge toujours cette question-là. Et Ah bah oui, les 5 pourquoi. les 5 pourquoi, je crois que j'en ai même plus que ça. Je les avais comptés, je crois que j'en ai 6. Mais pourquoi on les fait Est-ce qu'on les fait Tout à l'heure, je parlais de flatter l'ego. Hein. Vraiment, je vais être sur TF1, comment je fais alors, est-ce que TF1, c'est pertinent pour toi? Et de toute façon, TF1, c'est pas forcément sûr de l'avoir, c'est très difficile. Et est-ce que ça servira vraiment ton business? Et il faut garder à l'esprit qu'on fait de la com et des RP pour servir le business, créer sa notoriété, renforcer la crédibilité. Et tu vises une audience spécifique qui va être pertinente pour ton entreprise. Donc, il faut déjà se poser cette question-là. Pourquoi je veux aller en relation presse? Qu'est-ce que je veux raconter? Et encore une fois, c'est pas anodin. Cette question paraît assez évidente, mais elle ne l'est pas du tout. Je vois trop d'entreprises qui préparent pas leur message du tout. Elles savent pas ce qu'elles veulent raconter et à qui. Et cette question de à qui, elle va avec quel type de journaliste je veux cibler. Donc peut-être que TF1, c'est cool. Oui, allô maman, regarde, je suis sur TF1. Mais en fait, ta cible, elle regarde pas du tout. Donc comment tu peux te constituer un pool de médias et de journalistes qui sont vraiment pertinents par rapport à ton sujet? Comment tu viens travailler les messages qui vont faire mouche auprès de cette cible-là? Et comment tu viens étayer ces messages? Et je parle souvent de preuves, c'est pas justement pour éviter ce fameux blabla ou greenwashing où nous on s'engage. Quelles sont les preuves tangibles? Qu'est-ce que tu peux raconter aux journalistes pour mettre en avant l'impact réel de ce que tu fais? Et je pense que aussi avant de se lancer en relation presse, il faut être prêt à avoir des ressources. C'est pas que financière, c'est du temps. Ça prend beaucoup de temps de construire des relations presse. Donc, quel temps je veux y passer? Qui va les gérer en interne et ou en externe? Et avoir un porte-parole. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un visage, quelqu'un qui va porter la voix de l'entreprise. Mais ça veut dire que cette personne doit être aussi média traînée. Elle doit savoir porter les messages et répondre aux questions plus ou moins sympas. Donc, il y a pas mal d'éléments. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a quand même pas mal de prérequis avant de se lancer en relation presse. Alors, si je prends l'exemple d'un communiqué de presse classique qu'on aimerait rédiger, finalement, quels sont les éléments que va retenir le journaliste? Est-ce que c'est des chiffres clés, les photos, des vidéos? Quand on construit un communiqué de presse, l'important, c'est l'angle, c'est l'information et l'angle qu'on veut donner. Ce qu'il faut se dire, c'est un communiqué de presse, c'est une information. Je vois aussi beaucoup d'entreprises qui finalement veulent tout dire en même temps parce que elles pensent que ça va mieux marcher et pas du tout. Au contraire. Et là, si je pense au dernier communiqué que j'avais pu faire, par exemple, avec le permis libre, qui est une auto-école en ligne, qui met en place des choses pour rendre le permis de conduire plus accessible, finalement, donc avec un impact sociétal, parce que c'est pour aussi permettre aux jeunes, finalement, d'accéder au permis de conduire. On prend un angle pouvoir d'achat avec la mesure de l'impact que leur solution peut mettre en place. De même, si on prend le dernier communiqué de presse de WeCount, si on est plus sur le RSE, donc qui encourage et qui forme les entreprises à la décarbonation, on va avoir un angle sur WeCount lance une formation pour les entreprises du secteur culturel. Ça, c'est une information. Mais qu'est-ce que ça va apporter derrière ? Quel est l'objectif? Comment on va promettre que grâce à cette formation, les entreprises vont pouvoir retravailler leur politique RSE, baisser leur impact carbone de 50% par exemple. Donc, on va venir apporter des proof points, des preuves. Vidéo, je suis pas sûre. En tout cas, tu peux toujours servir ton communiqué de presse avec un visuel et avoir une espèce de Media Kit, toujours bien utile sur une page Notion, un Drive, où en tout cas le journaliste va pouvoir aller se servir. Mais ce sera assez factuel, c'est-à-dire tu vas avoir ton titre, ton chapeau,
le cœur de l'information au début, c'est un peu voilà, une pyramide. Et comment tu viens ensuite poser un contexte plus large, l'impact de ce que tu vas faire, et tu élargis encore plus sur de nouvelles perspectives et les horizons pour le secteur en lui-même. Et alors, dans ton Media Kit, tu as le logo de l'entreprise. Sur la page presse, on a le logo en haute def, les visuels en haute def. Ça peut être des vidéos, ça peut être des chiffres clés, ce j'appelle la fact sheet finalement, avec la description, la carte d'identité de l'entreprise en 5 lignes. Que fait l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle apporte? Quelle est sa vraie proposition de valeur? La bio des dirigeants aussi. Donc, en effet, des vidéos, des études de cas. Voilà, des choses qui peuvent être des ressources facilement activables pour les journalistes. Ça suffit, hein, pas besoin d'en mettre des tonnes. De toute façon, le journaliste, il va te redemander l'information parce qu'il va regarder. Si jamais il lui manque des choses, Toujours. va récupérer d'autres infos. Donc ça, on a vu avec l'exemple du communiqué de presse, l'angle et ce que l'on voulait mettre en place. Le quoi, on raconte à qui, combien de temps. Alors, si on en revient au porte-parole, qui est ce porte-parole si jamais il y a une équipe de communication qui est en place, ça va être le responsable de com ou le responsable market. Est-ce que ça va être pas du tout. Voilà. Non, les journalistes ne veulent pas du tout parler à la com. Nous, on est dans les coulisses, sauf si c'est un sujet communication et que tu vas parler à CB News ou à Stratégie. Sinon, non. Donc, le porte-parole est généralement le directeur général. Alors, quand il y a 2 cofondateurs, il faut se poser la question de qui sera le visage, et c'est toujours bien d'avoir un seul visage. Après, sur des engagements, sur des sujets RSE, on peut très bien avoir, selon la taille et la structure de l'entreprise, une personne qui est dédiée à ce sujet-là et qui viendra prendre la parole parce qu'elle est tout à fait légitime et elle va maîtriser complètement les sujets, pourra donner des exemples vraiment concrets. Tu vois, elle va être vraiment un pilier pour servir le message et encore une fois, dire, OK, on bullshit pas trop. Généralement, ça reste le dirigeant qui est censé être habitué à ces prises de parole ou en tout cas entraîné, être mis au fait des messages. Ça paraît bête, mais finalement, lui, le DG ou elle, et pilote l'ensemble de la stratégie de l'entreprise et n'est pas toujours au fait des dernières modifications ou adaptations des messages. Donc, c'est aussi aux responsables communication d'avoir un lien très fort avec le dirigeant. Donc, de le briefer, finalement, de le coacher, etc. Et de débriefer. Oui, aussi. Non, mais c'est un vrai sujet, de le briefer. Donc, de lui dire, OK, on va faire telle interview. Pourquoi on fait telle interview? Quel est le média? Quel est le journaliste? Le profil? Comment ça fonctionne? Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que nous, on attend, en fait, de cette interview-là? Pourquoi on l'a fait? Voilà ce que tu dois dire. Et vraiment, pense à le répéter également. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, parfois, le journaliste ne garde pas forcément beaucoup de l'interview. Donc, comment tu viens marteler ton message? Le brief, c'est préparer un Q&A, un question-réponse avec les questions les plus ou moins sympas, mais savoir aussi comment on fait quand on veut pas répondre à une question, comment je rebondis et comment je renvoie le journaliste vers un sujet sur lequel je suis le plus à l'aise. Donc, ça veut dire le briefer. Et ça veut dire débriefer, et j'insiste là-dessus, beaucoup de responsables com ne sont pas à l'aise avec le fait de dire à leur DG, franchement, ça allait pas. C'est vrai. Bah ouais. Parce qu'il y a le lien hiérarchique. Et moi, je trouve que ce qui fait aussi qu'une strate de com ou RP fonctionne bien, c'est ce lien entre le dirigeant une forme et de le franchise responsable. et d'honnêteté en disant, OK, je vais peut-être te dire un truc qui va pas te plaire, mais là, t'étais pas bon. Ouais. Là, on n'a rien compris à ce que tu as raconté. Ouais. On l'a refait. Est-ce que c'est un travail sur des éléments de langage, sur des phrases clés ou des mots qui doivent ressortir absolument? C'est souvent ça. C'est souvent un manque de préparation, justement, parce que le porte-parole va se dire « je connais ma boîte, je gère ». Mais il y a une différence entre « je connais ma boîte, je gère » et arriver à l'expliquer ou le formuler très clairement quand on doit prendre la parole. Donc, moi, j'aime bien dire, vous forcez le porte-parole à bloquer 30 minutes de préparation dans son agenda, et même si la personne a un ou une assistante, 15 minutes avant l'interview, il y a 0 rendez-vous et il se met dans l'interview avant pour pas être pollué par d'autres sujets. Donc ça vient souvent par un manque de préparation et un manque de clarté dans les messages
un manque. Après, tu sais, parfois certains n'aiment pas aussi, hein, donc ils savent pas forcément articuler, sourire, ils sont pas à l'aise, ils sont stressés. Là, regarde, nous, on n'est pas filmé, mais on serait filmé, peut-être que je serais aussi différente, C'est rapport aussi, à soi. voilà, c'est aussi pour ça. Enfin, il y a la raison du numérique responsable et du poids de l'audio qui est bien plus faible que la vidéo. Donc ça, c'est la raison principale, on va dire, de pourquoi j'ai utilisé ce média-là, moi, en podcast pour parler de l'ensemble des sujets de marketing, RSE, etc. Mais aussi pour mettre à l'aise beaucoup plus facilement mon invité, parce qu'il n'y a pas cette pression de la caméra à côté. La pression de la vidéo. Mais c'est ce qu'on fait en média training. Moi, j'adore j'adore les faire des média training. J'adore travailler sur les Q&A. Je sais que c'est bizarre, mais aller chercher les questions les plus pénibles possibles et challenger, j'adore ça. Ah oui, tu te mets vraiment à la place du journaliste chiant. Un peu comme quand on vraiment méchant. était en école de commerce et t'as le jury et t'as le méchant et le sympa. J'ai une boîte qui, un jour, m'a dit, moi, je veux être prête à faire des émissions type TPMP et je vais m'en prendre plein la tête. Oui, là c'est le bout du bout. Enfin, moi, j'irais jamais conseiller à un client. Alors déjà parce qu'on est sur du B2B et que pour moi, du coup, c'est absolument pas la cible. J'imagine, à moi non plus. Mais dans tous les cas, c'est comme, la personne m'a demandé d'être la plus dure possible. Et c'est là où il faut se dire, ok, donc là, je mets ma casquette de média trainer et après, je suis Delphine, je te jure, je suis sympa. C'est vrai. Après, c'était ça qu'elle voulait. Elle voulait être secouée. Ouais. Et au-delà de ça, sans aller dans la méchanceté, je pense que j'aime bien aller chercher. Et le média training, c'est pas forcément des questions uniquement sur ton business, mais c'est sur le secteur. Et j'aime bien aller chercher ce qui se passe dans le secteur, dans l'industrie, et dire, bah attends, il y a tel acteur qui a fait ça. Vous, en fait, vous faites la même chose, tu vois. Et venir titiller pour voir comment le porte-parole réagit. Et encore une fois, ça se voit pas forcément en audio. Mais alors, le porte-parole, la porte-parole qui... Alors, du coup, tu me vois pas, mais qui tortille sur sa chaise roulante, voilà. Et qui, tu sais, de profil sur des plateaux BFM avec la jambe qui saute tout le temps. Voilà. Et donc ça, moi, j'aime bien aller travailler là. Et le fait de s'entraîner, tu vois, le média training, au-delà du message, il est aussi sur le fait de répéter. Et parce que tu vas répéter, tu vas formuler, tes messages vont être beaucoup plus clairs et tu pourras ensuite focaliser beaucoup plus sur la forme et être serein avec toi-même. Oui, mais c'est vrai que c'est important. Et avec l'image, on a l'habitude d'être scotché sur le regard, la coiffure. Il y a une mèche qui dépasse. On le voit. Moi, je prépare aussi souvent, pas forcément sur de l'interview journaliste, mais plutôt sur de l'intervention à des congrès, à des événements, à des tables rondes, des choses comme ça. Ou quand c'est filmé, tu sais, t'as les conseils vestimentaires. Éviter de mettre des choses en rayures parce que sinon ça frise. Exactement. Au niveau du visuel, du retour caméra, d'être plutôt sur des teintes claires et ou colorées, mais pas too much non plus. Le vestimentaire est important, la tenue, la posture, la voix, le sourire, là, tu vois, ça s'entend forcément. Alors, la tenue, en plus, vraiment, c'est pas anodin. Donc là, on sort un peu des relations presse, mais tu vois, sur des conférences dont tu parles, renseigne-toi avant surtout si t'es une femme, un fauteuil, une chaise, c'est clair, un tabouret haut, parce que moi, je me suis retrouvée une fois, en effet, avec, c'était une jupe short, mais qui était très short. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être, on peut être vite mal à l'aise, ce qui a un vrai impact sur ta prise de parole, en fait, parce que tu vas être dans le contrôle de ton image et de est-ce que ma jupe elle est pas trop courte plutôt que de ce que je raconte. C'est ça. Non, c'est assez drôle. Moi, ça me fait typiquement penser à un rendez-vous que j'ai eu avec un prospect avant de démarrer une mission et j'avais eu envie de m'habiller en petite robe assez jolie, mais voilà, pas ultra courte, mais pas en dessous du genou, quoi. Et ayant l'habitude d'être installée à une table de réunion face à face, etc. Et là, c'est pareil, la DG me propose de s'installer sur son canapé face à face. Et là, c'était, tu sais, avec les petits boutons qui s'ouvrent du haut jusqu'en bas, donc avec bien la petite fente. Et là, tu sais, t'étais là en me disant, alors je mets mes jambes comment? Bon, c'était une femme en face, mais là, mais pour c'est le coup, des vrais sujets, c'est pas anodin, voilà. Finalement. Bon, après, je l'ai pris sur le ton de la rigolade en disant, bon, par rapport au style vestimentaire, j'aurais pu me mettre en basket et en jean. Là, j'avais choisi la jolie robe et les talons. Écoute, voilà, la prochaine fois. Comme quoi, ça se prépare une prise de parole ou un rendez-vous, en effet. Mais oui. C'est ça. Si on peut aller chercher l'information, et c'est aussi le rôle finalement du responsable communication, c'est d'aller se renseigner avant une prise de parole sur le contexte, le style, sur l'environnement, sur ce qui se passe, et de bien briefer son DG. Oui, non, c'est hyper important. C'est plein de petites astuces comme ça qui semblent évidentes, mais
c'est le détail qui fera la différence. On est totalement là-dessus. Est-ce que, une fois qu'on a vu toute cette partie préparation physique, là, si on était sur une interview filmée ou pas filmée, ou juste audio ou vidéo, maintenant, par rapport au message, comment tu arrives à avoir des conseils qui puissent être structurants? Et là, on va faire un zoom plus si l'entreprise a envie de communiquer sur ses actions RSE, sur un positionnement clair qui est en faveur de la transition écologique énergétique. Qu'est-ce que ça serait? Ça va être important que la personne qui gère les messages, donc généralement c'est la com, fasse une espèce de pas une étude de marché, pas un audit, mais finalement une enquête en interne aussi pour aller chercher une masse d'informations. Moi, j'aime bien partir de quelque chose d'assez large, de voir en effet quels sont les sujets qu'il faut absolument pousser en termes de RSE, pour ensuite trouver cette substantifique moelle et en extraire vraiment le message clé. Donc, je pense qu'il y a une espèce de vraiment de travail en interne sur la recherche de ce qu'on veut dire, mais également de preuves, et j'insiste là-dessus aussi. Donc, c'est comment tu vas parler à différents départements et et articuler ensuite tout ça pour que ça ait du sens par rapport, encore une fois, à tes cibles. Donc, c'est au-delà des messages, c'est ben voilà, nous, notre entreprise, où on veut en tout cas porter tel et tel message auprès de telle et telle cible, et voilà ce qui va leur parler. Et ensuite venir illustrer exactement la réduction de l'empreinte carbone, je sais pas moi, l'emploi en local par exemple aussi. Donc tout va être comment tu viens réduire, aller à 5 messages clés, une masse d'informations qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Et après, tu les aides à reformuler ces 5 messages clés? Comment ça se passe? Ah, c'est Parce que le mot est important. En fait, on construit une maison des messages. On a la chance Ouais. avec notre langue française d'avoir une langue ultra riche et on utilise assez peu finalement tous les mots de vocabulaire qui peuvent être pertinents. Est-ce que le journaliste est attentif à ça ou on reste sur un vocabulaire standard qui est lié à la sectorisation de Je ne l'entreprise? sais pas si le journaliste est attentif à ça en termes, en revanche, de cohérence de discours pour l'entreprise. C'est important que tout soit écrit noir sur blanc et qu'on choisisse les mots avec soin. Et en effet, en fait, on va construire donc une maison des messages. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est là, la petite maison avec ta baseline assez large au début et finalement tes cibles avec des messages qui sont communs à certaines cibles et des messages spécifiques à chaque cible. Et en effet, une fois qu'on a fait ce travail d'enquête en interne, le ou la responsable communication va venir formuler très justement quel terme on utilise, quelle phrase, et c'est pas du marketing. Et je dénigre pas là le marketing, c'est-à-dire que c'est un fait, c'est très objectif. Quel message, quelle valeur on veut porter, comment c'est étayé par une preuve. Et, et ça, en fait, ça doit être circulé en interne ensuite pour que on ait le même discours et que tous ceux qui prennent la parole, que ce soit aussi bien dans les relations presse que sur LinkedIn, tous les collaborateurs parlent de la même chose avec le même terme. Ensuite, si l'entreprise a inventé a pris un positionnement très particulier, ça va être important de le marquer noir sur blanc pour que le journaliste puisse le reprendre, tu vois, ou des concepts très particuliers. Donc c'est là à nous de venir appuyer, stabiloter certains concepts. Et c'est ça qu'ils recherchent, les journalistes aussi, c'est l'innovation et l'angle, la prise de position et un angle très fort. Exactement. Et tout à l'heure, au début, je parlais de la relation gagnant-gagnant. Les entreprises ont besoin de la presse, en effet, pour gagner en visibilité ou pour plein d'autres raisons. Mais les journalistes ont aussi besoin de contenu. Et c'est là aussi, finalement, tu as un discours assez lisse, assez banal. Ça va pas forcément les intéresser. Donc, si tu arrives à trouver, déjà, si ton produit ou ton service est pertinent, si en plus tu as un discours qui fait mouche avec un vocabulaire bien particulier, là, tu vas susciter leur intérêt. Ils vont dire, ah, mais ça peut intéresser mes lecteurs. C'est aussi leur but. Ouais, ouais, complètement. Et après, il y a toujours, quand on parle de com externe, il y a la com qu'on maîtrise dans l'entreprise et la com qu'on ne maîtrise pas. Effectivement, celle qu'on maîtrise, c'est celle qu'on va travailler, tes fameux messages donc on va travailler avec l'équipe de direction Marketocom, avec la direction DG ou le CODIR, COMEX, etc. Avec d'autres entités, peut-être relations clientèle, commerciale, le service qualité,
il va y avoir des éléments clés sur ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Mais après, il y a tellement d'autres possibilités où on ne maîtrise pas ce qui sera dit de l'entreprise sur les réseaux sociaux, des clients, des prospects, des concurrents, des médias. Et souvent, c'est une crainte d'entreprises qui vont se dire, mais je ne vais pas contacter les médias parce que derrière, je ne vais pas maîtriser ce qui va être dit. Oui, mais c'est le jeu. Oui, C'est le jeu. Certes, tu vas pas forcément maîtriser. Alors attention, hein, les journalistes n'écrivent pas tous, ne défendent pas tous l'information, donc il faut quand même clarifier ça aussi. Mais c'est le jeu. Ensuite, tu vois, au début, on parlait de la strate de com et cette matrice-là. Si finalement, il faut le voir presque comme un grand magasin. Si toutes tes vitrines sont les mêmes et elles sont propres et elles montrent les mêmes produits, il y a une cohérence. À un moment donné, bah, peut-être qu'en effet, l'éclairage sur la vitrine relation presse, il sera un petit peu différent. Mais ça va t'apporter cet éclairage-là qui font que les personnes vont aller voir le reste du magasin et qui vont retrouver de la cohérence et qui vont se dire, ah bah oui, sur LinkedIn, je vois ça. Dans les réponses de mon service client, en fait, ils ont le même vocabulaire, la même façon de penser. Et en fait, il y aura une cohérence de communication de l'entreprise. Et c'est souvent là où ça pêche aussi, hein. C'est pas que le problème des RP. C'est que si t'as pas de cohérence de com globale en interne et en externe, Hmm. là, par contre, tout échappe complètement. Oui, c'est là où on arrive sur du bad buzz parfois avec des choses qui ne sont pas maîtrisées et involontaires. On se dit, bah, on a loupé quelque chose en interne, quoi. Ouais, mais tu vois, sur le bad buzz, là, j'ai une entreprise récemment, et j'ai pas envie du coup de dire son nom, mais qui se retrouve en com de crise, plein la tête par ses utilisateurs, parce qu'ils ont décidé d'augmenter leur prix. Et ils n'ont jamais fait de com avant, mais jamais. Et en fait, c'est encore plus compliqué de venir se défendre et de prendre la parole sur un terrain qui est déjà complètement véreux. Alors, c'est pour ça que je trouve que les relations presse et le reste de ta communication, de toute façon, mais sont importantes pour créer un contexte et un climat déjà, tu vois, de crédibilité où on sait que tu es fiable et on t'a connu pour autre chose que quelque chose qui peut être négatif. Et ça peut t'aider, pas toujours, mais ça peut quand même t'aider parce que ta réputation aura déjà été construite. Alors, est-ce que tu veux me parler un peu de quelques astuces pour gérer une com de crise ou quelques étapes clés? Parlez-vous en interne. Oui, alors déjà, ou de l'anticiper peut-être, c'est aussi de se dire, est-ce Franchement, ils que... avaient pas, ils ont, enfin, tu vois, cette entreprise-là, ils n'avaient pas du tout imaginé l'impact que ça aurait de monter ses prix. Ils n'avaient pas prévu de faire une com à leurs utilisateurs, ni même à leurs early adopters, qui sont quand même, tu vois, le noyau dur de leur business. Donc, en effet, c'est pour ça que je dis souvent, encore une fois, la com, c'est lié étroitement au business. Et donc, comment tu anticipes que telle action, comment tu vas l'accompagner? Il y a beaucoup d'anticipation, mais comment tu travailles en interne? C'est-à-dire, OK, là, les gars, on a un vrai souci. Il faut que toutes les personnes décisionnaires dans l'entreprise se parlent et ensuite la com va venir poser les messages de réactivité et va les distiller aux DG, aux services clients, aux commerciaux pour qu'il y ait encore une fois une cohérence de communication. Et attention à l'émotionnel. Souvent, on a tendance à vouloir réagir à chaud aussi parce qu'on est profondément vexé. Et là, c'est le personnel qui va plus parler que le professionnel. Euh, Prends du recul. Quel est vraiment l'impact sur ton business? Est-ce que c'est une grosse vague, mais ça va passer? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Et en fonction de ce qui se passe, tu vas mettre en place soit une vraie communication utilisateur, soit tu vas faire peut-être un webinaire avec tes utilisateurs si tu as un lien avec ta communauté. Une communication presse, tu vois, Ornicar, ils ont eu un problème de fuite des données avant-hier, par exemple. Soyons francs, faisons une com et expliquons ce qui se passe, l'impact et qu'est-ce qu'on met en place. Parfois, il vaut mieux y aller franc du collier aussi et poser les choses. C'est ça, moi je suis plutôt de cet avis-là. En termes de gestion de crise, faut surtout éviter de mettre ça sous le tapis en se disant ça se verra pas, ça va pas se savoir, ou il y a qu'un petit bout qui va être au courant et on va gérer ça comme ça. Ah non, ça c'est le pire. C'est effectivement dans un premier temps d'échanger avec l'équipe en interne et de se dire ok, qui est concerné par rapport à cette crise-là?
Et en fonction des audiences, tu le citais, un exemple, un webinar. Est-ce que ça va être un mailing? Est-ce que ça va être des calls, des fois du phoning avec quelques clients clés pour prévenir en disant rassurez-vous, voilà où on en est. Mais surtout être transparent, être honnête et dire qu'est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire cette crise-là. Tu vois, j'ai pas mal fait d'ISO 9001 avec la gestion de la qualité et donc avec les erreurs de dysfonctionnement. Et typiquement, en bad buzz, c'est qu'il y a eu une merdouille quelque part, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à la qualité des produits, des services. Là, tu citais le prix. Ça peut être une image de marque qui vient d'ailleurs, un client insatisfait de je ne sais trop quoi. Une boulette, on l'a nombre vu plein de fois sur les vêtements avec des messages qui peuvent heurter des associations ou des catégories de personnes. Et donc, c'est vraiment des boulettes en disant oui, il y a quelqu'un qui a merdé quelque part en interne. On est conscient, voilà ce qu'il en est pour éviter de reproduire ça. Oui, autant être honnête. Après, de ce que je retiens aussi, c'est que c'est important qu'il y ait un chef d'orchestre et un seul qui va justement orchestrer cette com de crise aussi pour éviter que ça parte dans tous les sens et qu'il n'y ait pas de cohérence. Ok. Donc, on a parlé des messages, des preuves. Là, tu as cité quelques exemples. On a parlé du communiqué de presse ou d'un webinar ou de l'événementiel. Toi, comment t'abordes avec tes clients en disant quel média ou quel canal je vais utiliser et pourquoi? Est-ce qu'il y a une pertinence particulière en disant c'est plutôt de la presse, c'est plutôt du digital, c'est l'événementiel, c'est l'interview. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Je Et prends pourquoi? déjà un peu de hauteur. Souvent, je réponds pas à la question directement de mon client parce que lui le voit de son propre point de vue. Et moi, c'est justement là tout l'intérêt aussi du sparring partner, hein, c'est de dire, ah, attends, je me mets sur le côté. Euh, c'est horrible, j'ai un client qui me dit, en fait, t'arrives, tu nous ouvres en deux, tu regardes, tu trifouilles et après tu donnes son diagnostic. Mais en fait, on a besoin de faire ça. Donc souvent, je vais déjà pas parler uniquement à la communication et demander à parler à d'autres personnes dans l'entreprise. Souvent, les mettre ensemble aussi, les faire parler, comme j'ai fait hier justement, où je dis, attendez, là, vous n'êtes pas d'accord sur la vision, ce que vous voulez dire et quelle est la mission. Donc là, maintenant, là, la com, elle peut pas du tout faire son travail. On rassemble le produit, la tech, le DG et parlons-nous. Et une fois qu'on est très au clair sur ça, moi, mon rôle, c'est vraiment d'aider les directions de communication à leur dire, en fait, là, tu vois, ta priorité, elle est d'aller cibler tel et tel groupe. Et donc, pour ça, est-ce que tu connais bien ton persona? Quelle est sa source d'information? Est-ce que sa source d'information, c'est Facebook? Tu vois, hier, justement, donc, j'étais sur le secteur de l'accessibilité en Angleterre. Et elle me dit, ah bah oui, en fait, il y a une grosse communauté qui est plutôt sur Facebook plus que sur Insta ou TikTok. Très bien. Donc, si ton persona, si tu l'as bien étudié, c'est toujours lié au business, hein, il est sur Facebook, perds pas ton énergie à aller sur Insta, va sur Facebook. Est-ce que ton persona lit la presse? Oui, non. Si oui, quel type de presse? Non, pas du tout. Il y a juste 3 newsletters RSE qui sont pertinentes pour toi. Et ben, va là-dessus. Donc, en fait, on va d'abord poser le contexte et mieux étudier à qui on veut s'adresser, pourquoi faire pour aller choisir le canal. Donc, je peux pas donner une réponse noir ou blanc là ce matin parce que c'est vraiment du sur-mesure. Et du cas par cas en fonction du secteur, Exactement. du client. Mais ça veut dire se poser les bonnes questions en interne, toujours. Oui, mais ça c'est crucial. Et donc on a vu le comment, on a vu le pourquoi. Après, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises particulièrement? Pour faire des relations presse ou Oui, pour trouver les bons contacts, par exemple. Ça va dépendre de si tu as du budget ou pas, en toute honnêteté. Alors aujourd'hui, il existe pas mal de plateformes en plus avec l'IA où tu peux toi-même bricoler ton CP et le diffuser. Ça fait pas le travail des relances assez dur et pénible, mais qui est quand même nécessaire. Aujourd'hui, Twitter est quand même assez utile pour toucher les journalistes, enfin X, pardon. Et parfois, certains médias même mettent leur liste de journalistes à disposition. Tu peux aller sur les comptes des journalistes, tu vois, et des médias, et derrière, il y a les comptes des journalistes. Et après, il y a je veux pas faire de pub pour un outil plus qu'un autre. Moi, j'ai ma préférence et c'est Cision. Voilà. C'est Cision. Mais tu vois, t'as Meltwater News, t'as Augure, donc ils sont des bases de données et ils font des prix en fonction de la taille de l'entreprise de toute façon,
qui sont une Et bible. alors, qu'est-ce Parce qui qu'en fait, t'apporte, ça te permet justement? d'avoir tous les contacts de tous les journalistes, peu importe le secteur, et également les calendriers rédactionnels. Et ça, c'est hyper puissant. C'est-à-dire que tu peux savoir que tel magazine ou tel média va parler de tel sujet et qui boucle à telle date. Et donc, toi, comment tu vas venir pousser ta news ou ton angle en contactant le journaliste en lui disant j'ai vu que vous faites un dossier sur les cheminées ouvertes, enfin la fermeture des cheminées, enfin l'arrêt des cheminées ouvertes. Nous, justement, on fait des poêles à bois fermés. Voilà, est-ce que ça peut vous intéresser? Donc, je trouve que c'est une mine d'or d'avoir accès C'est à de ces l'anticipation. calendriers. Ah bah toujours, Ah de toute ouais, façon. ouais, ouais, c'est clair. Et puis, bon, tu gagnes du temps quand même, parce que le fait d'avoir à la liste des contacts des journalistes, ça te fait gagner un temps très précieux. Tu peux filtrer. Est-ce que je veux des médias B2B, B2C? Est-ce que je veux cibler les médias ou est-ce que je veux cibler les journalistes qui vont traiter des sujets RSE dans des médias grand public aussi? Donc, tu peux vraiment affiner tes recherches. Je trouve ça très, très puissant. Et du coup, multiplier plein de sources, parce que finalement, effectivement, quand tu abordes le côté est-ce que c'est du B2B ou B2C, mais peut-être que tu as plusieurs cibles et l'intérêt à communiquer aussi sur une audience plus large et te dire, bah oui, si euh, mon client ou mon utilisateur peut me voir dans un autre média que ce qu'il a l'habitude, ça génère une crédibilité ou visibilité supplémentaire. Oui, tu vois, je travaille avec la fabuleuse cantine à Lyon, qui est vraiment portée sur le sujet de l'alimentation durable et qui fait à la fois des restaurants pour le grand public, mais aussi du traiteur pour les entreprises. Et en fait, mais les entreprises, ça reste des personnes comme toi et moi finalement. Donc si au lieu d'aller juste dans un magazine très B2B sur le catering ou sur, tu vois, des magazines très enfin, entreprises, en fait, si je vois aussi un sujet dans Elle sur l'alimentation durable et les initiatives qui sont faites comme la fabuleuse cantine, eh ben, ça va me parler à moi, dirigeant d'entreprise, et donc Et moi, potentiellement, je vais le mettre en citoyenne, place. utilisatrice. Exactement. Donc, il faut le penser. Il y a plusieurs portes d'entrée, en fait. Ouais. Ouais, non, mais c'est plutôt intéressant et malin de réfléchir à tout ça ou d'utiliser ces outils-là quand on ne les connaît pas. Si on arrive plutôt sur des exemples qui pourraient être positifs sur des entreprises engagées qui ont envie de communiquer, est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué ou que tu as accompagné, ou tu t'es dit, tiens, ça c'est super bien, voilà, une bonne piste. Euh, ouais, moi, j'avais travaillé avec WeCount à Lyon. Je reste, Oui, tu restes sur Lyon. je reste sur Lyon en effet, et donc qui forme les entreprises à la transition bas carbone. Et on avait utilisé le levier relations presse justement pour faire connaître l'entreprise, mais pas uniquement à l'échelle locale lyonnaise, mais aussi nationale, puisqu'ils font des formations. Et on a vu l'impact réel parce que tu crées une espèce de bon, déjà, de la noto, mais un peu cet aspect FOMO, tu sais, la peur de rater. Et donc, en fait, les boîtes qui sont aussi dans la verticale que Weekend voulait intégrer ou traiter pour cette formation, ils se sont dit, bah, en fait, moi, j'y suis pas et pourquoi je suis pas citée dans la promo de cette formation? Tu vois, donc c'est aussi créer cet effet FOMO. Donc pour ça, tu vois, je pense aussi, et je vais rester lyonnaise, à We Dress Fair. Je sais pas si tu connais, donc qui prône la mode éthique et qui a utilisé les RP de manière tellement puissante, notamment quand Shein a voulu installer des magasins et qui a su utiliser les relations presse comme un porte-voix très très fort pour mettre en lumière leur point de vue. Donc là, on allait au-delà de simplement vendre leurs produits, leurs services, mais vraiment un point de vue très très fort et se faire connaître. Donc c'est assez intéressant. Et je pense aussi, donc là, on était plutôt sur la partie impact environnement, mais je pense aussi à l'impact social, parce que dans RSE, il n'y a pas que l'environnement. À Ada Tech School, je sais pas si tu les connais, c'est Ada Tech School, avec Chloé Hermani, en fait, qui est la première école informatique inclusive, principalement pour les femmes. Et voilà, il y a 70% de femmes, et bien sûr que c'est ouvert aux hommes, mais je trouvais que c'était très intéressant comme démarche. Et Chloé, on l'a vu pas mal, elle a su activer ce levier RP aussi, pour faire réagir, réveiller un peu les consciences. Et c'était très malin de sa part, plutôt que d'aller simplement faire du marketing et de l'ads pour remplir ses écoles. Comment elle s'est appuyée aussi sur
le levier grand compte et grande entreprise. Donc, elle a embarqué Trendline, Conto, des grosses boîtes, ce qui, tu vois, ça intéresse les médias aussi. Et puis, elle a joué sur son parcours d'entrepreneur pour valoriser son initiative envers les femmes. Oui, là, tu parlais tout à l'heure de visage de l'entreprise et d'incarner avec un fondateur ou un cofondateur ou un associé. Là, elle l'a fait amplement. Enfin, c'est un exemple Complètement. euh, Mais c'est très énorme. malin. Elle a bien utilisé la presse. Parfois, c'est pas utilisé à bon escient, mais je Mm. pense que là, elle a bien joué le jeu. Ouais. Et alors, comment est-ce qu'on arrive à créer du lien avec ces journalistes? Est-ce que c'est juste un listing d'emails ou est-ce que tu vas aller chercher qui est la Sophie Durand, qui est le Michel Dupont? C'est dur. En fait, c'est une très bonne question parce que ça a beaucoup changé. Je pense que le Covid a changé aussi un peu les règles du jeu. Le contexte économique a changé. Il y a moins de journalistes dans les rédactions. Les journalistes ont moins le temps. Et franchement, tu vois, il y a Moins de 15 ans, ma journalistes, bonne parce que c'est dame, quoi? C'est l'IA qui les remplace ou c'est... parce que pour des raisons économiques aussi, hein, finalement, principalement économiques. Mais tu vois, il y a très longtemps, avant, je prenais le temps de me poser, prendre un café avec la journaliste de Madinès, du Figaro, Les Échos, peu importe. Mais on avait le temps de créer ce lien-là. C'est-à-dire que c'était pas simplement je t'envoie mon communiqué de presse, tu le traites, je te relance. C'était vraiment aussi aller faire un peu de chit-chat, mais créer ce lien pour bien comprendre le besoin du journaliste, mais aussi se dire, ouais, ça sera peut-être plus facile de lui pousser une news parce que je la connais ou je le connais bien. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. J'en ai beaucoup parlé avec des agences RP cette semaine justement de ça. Euh, Ça va être aussi si tu arrives à alimenter le ou la journaliste avec des sujets pertinents. Finalement, tu vas être une source d'information crédible et fiable pour le journaliste et c'est ça qui va créer ce lien-là. Si tu le spams avec juste du communiqué très marketing qui n'a Oui, aucune ou valeur, très comme tu vas LinkedIn qui peut suffire. voilà. Euh, Et c'est un vrai sujet aussi. Donc, c'est comment, en fait, tu deviens une référence et une source, et pas forcément juste pour parler de ton entreprise, mais du secteur. Tu vois, chez Capitaine Train, Trainline, justement, les journalistes, souvent, ils m'appelaient, pas forcément pour me poser des questions sur la boîte, mais aussi me dire, mais là, il se passe ça dans le secteur du ferroviaire, qu'est-ce que t'en penses, ou qu'est-ce qu'on pense la boîte, ou tu sais ce qui va se passer là sur l'ouverture des billets de train, est-ce que t'as la date? Donc ça veut dire que ça y est, j'ai créé ce lien-là parce qu'il sait que je suis fiable. Et c'est ouais, ça tout qui est à fait. hyper important. Moi, c'était ce qu'on faisait avec les journalistes à l'époque dans le secteur de la pharma, où on avait créé ce relationnel. C'est un milieu assez petit, donc les journalistes, tu les connais. Et on arrivait à connaître aussi en anticipation, bah, c'est pareil, les plannings à venir sur leur grand dossier en disant, bah, tiens, en interne, il faut qu'on communique. Ça va être l'occasion de parler de tel ou tel sujet. Et après, on les invitait, nous, à notre congrès annuel avec les clients et ça leur permettait aussi d'écouter les tables rondes qui évoquaient des thématiques que l'entreprise allait aborder sur l'année suivante. Donc c'était aussi source d'inspiration. Quand on était à dîner après ensemble, bah tiens, t'as parlé de ça, enfin ou quelqu'un ou un intervenant a parlé de tel sujet. Vous avez prévu quoi l'année prochaine? Ça peut m'intéresser parce que j'avais pas prévu, mais peut-être qu'on peut en faire un dossier. Ouais, la Et pertinence, en fait. ça Ouais. ça se crée beaucoup comme ça, cette complicité. Et l'anticipation, là, je le vois pour une cliente actuelle, on a un article rédactionnel ou un publié rédactionnel à préparer. Et du coup, tu as le timing précis. Donc, c'est à titre gracieux, c'est pour le compte d'une asso que soutient mon client. Mais pour autant, il y a le chapeau à rédiger, le contenu, l'angle, et ça, c'est pour la semaine prochaine, tu vois. Et mais qui sortira en magazine, qui sortira en janvier. Donc là, il y a forcément un peu de délai, en fait. Quand on est sur du print, Oui. tu as toujours plus de délai que sur Ah du oui, oui, digital. je parlais des poêles à bois, je travaille avec Esgard et tu vois, en fait, je leur ai dit, mais si vous voulez, dans les numéros des magazines déco de novembre, décembre, le moment où tu as envie d'être cocooning, et ben en fait, il faut le pitcher en juin, juillet. Donc c'est en effet beaucoup d'anticipation. Ouais, ça, c'est assez, comment dire, assez fou dans un monde où on est très digital, où tu as l'impression que c'est l'info du jour au lendemain. Mais finalement, la partie magazine
print, papier, et toujours avec des délais ultra longs, le temps de boucler, de relire, d'imprimer, d'envoyer. Enfin, tout ce temps-là est de toute façon incompressible. En fait, je trouve que tu as raison, c'est long sur du print et parfois, au contraire, c'est hyper rapide. C'est-à-dire que hier, typiquement, mon client me dit, enfin bref, on avait une demande, il fallait qu'on réponde dans les 2 heures. On avait 2 heures parce que la journaliste C'est short, ça. bouclée. Ouais. Oui, mais tu sais, j'ai une autre entreprise. Oui, mais admettons, t'es pas dispo à ce moment-là. Tu vois, t'es en visio Bah, tant avec pis pour un toi. autre client. Tant pis pour toi. Franchement, j'étais hier, j'étais dans le métro à Londres en mode, enfin, tu vois, j'allais chez mon autre client et là, t'es là. D'ici 2 heures, on a besoin de telle et telle information, donc il faut être hyper réactif. Ce qui nécessite, tu vois, on parle beaucoup d'anticipation et de préparation, la maison des messages, le media training, blablabla. Si t'as déjà ça, déjà t'es plus à l'aise et t'es moins en galère pour aller trouver l'info. Après, ça arrive aussi. Et pareil, semaine dernière, il y a une boîte qui a raté une opportunité parce que l'agence leur dit, en fait, à France 3 qui veut passer là faire un tournage. Et ils ont mis 3 plombs à se décider, on y va Ouais, pas. bah, Si là, oui, c'était too bah, au late. bout d'un moment, Ils ont le choisi journaliste, quelqu'un il est d'autre. passé à autre chose. Ouais, Donc, ouais, ça veut il y a dire des fois, il y a être, des opportunités à saisir de suite. d'où l'importance d'être bien préparé. Ouais, ouais. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, je sais que tu accompagnes aussi pas mal des clients sur l'international. Tu parles à Londres, mais dans d'autres axes aussi, et aussi sur l'axe acquisition ou croissance de l'entreprise. Est-ce que par rapport à tout ce qu'on a évoqué, tu as une attention particulière sur d'autres sujets? Je pense que au-delà de la communication externe, c'est vraiment la communication interne qui est clé dans ces contextes-là. En effet, moi, pour l'avoir vécu entre quand Capitaine Train a rejoint, pardon, je perds ma voix, quand Capitaine Train a rejoint Trendline, justement, en fait, en effet, on a rejoint un grand groupe et une énorme croissance. Mais comment tu viens d'abord expliquer en interne ce qui se passe et pourquoi tu le fais, l'impact que ça va avoir. Et dans tous les cas, quels sont les changements et comment tu embarques tes collaborateurs dans la communication d'une boîte qui est en train de scaler. Donc, je pense que la communication interne est vraiment clé. Et ensuite, de pas perdre le lien avec les équipes. Parce que plus tu crois, généralement, plus tu recrutes et où tu rajoutes des couches et des strates de décisionnaires. Euh, Comment tu fais pour être toujours au fait de ce qui se passe dans l'entreprise, faire circuler de l'information en interne, mais toi être toujours au carrefour de cette entreprise-là pour en faire le relais et le porte-voix de la boîte. Et après, il y a sûrement des piliers ou des enjeux qui changent. Peut-être que tu viens de lever ou il y a un enjeu investisseur. Donc, ça veut dire que peut-être qu'avant, la communication envers les invests, elle n'était pas du tout pertinente. Elle servait à rien. Si tu crois, si tu es racheté, s'il y a un fonds qui rentre dans le jeu, là, tu vas devoir aussi faire une communication plus tournée financière, voire actionnaire. Donc c'est une nouvelle problématique. Est-ce que dans ta structuration, est-ce que tu vas avoir d'autres porte-paroles? Est-ce que ça change les choses? Est-ce que ça change les messages? Est-ce que ça change les chiffres, les preuves que tu peux donner? C'est plein de questions qui en découlent. Ouais, et ça, faut prendre le temps de se poser Oui. et de se dire qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, que ce soit en interne ou en externe. Et justement, les entreprises qui croient rapidement, elles font pas forcément ce travail-là. Et alors que tu sais, la maison des messages, elle est vivante, hein, ça évolue. Et hier, quand on travaillait sur la vision et la mission, je leur ai dit, OK, la vision, elle va pas bouger, votre boîte, enfin, elle va pas bouger d'un moment. Par contre, la mission, là, on est d'accord, c'est la mission actuellement. Et on va la Mais rechallenger peut-être que dans 3 ans, elle dans va quelques temps. évoluer. Mais nous, ensuite, à la com, l'équipe, elle va délivrer des messages et toute une strate pour servir cette mission-là sur l'accessibilité, en effet, pour les personnes à mobilité réduite. Mais il faut être flexible. Je pense que c'est une des qualités aussi à la com, c'est de savoir réagir, être flexible et toujours faire un point en interne. Est-ce que tu as accompagné des boîtes qui étaient dans leur changement de raison d'être? Tu vois, tu parles de vision, mission, sur des boîtes qui souhaitent passer société à mission et donc rechallenger leur raison d'être. Est-ce qu'il y a une approche particulière à avoir selon toi ou pas? Tu mets les personnes clés dans une salle et tu les mets, tu leur dis on ne sort pas tant qu'on ne s'est pas mis au clair là-dessus. Je rigole, mais finalement c'est un peu ce qui arrive souvent.
Euh, c'est OK. Qui est essentiel dans cette discussion? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut, avec quoi on veut ressortir à la fin de la journée ou de cette demi-journée? Ça peut prendre du temps, mais et sortir avec un document super clair sur pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on va, comment, et qu'est-ce qu'on met en place. Donc oui, ça arrive souvent, mais je pense qu'il faut pas le faire chacun en mode silo. C'est un peu le risque et ça arrive très souvent. C'est d'être dans le brainstorming et co-construction. Il Ouais, y a mais rien je de pense que mieux tu as besoin de quand quelqu'un d'externe et je dis pas Ouais. ça. Enfin, c'est vraiment quand tu as les mains dans le cambouis ou quand tu es dans ta boîte tout le temps, tu es en circuit fermé. Et souvent, moi, j'aime bien venir secouer le cocotier ou tu vois, venir prendre les personnes dans cette pièce-là et leur dire attendez, mais en fait, là, ça n'a aucun sens. Venez juste. J'aime bien challenger. J'ai un autre client qui disait t'es le poil à gratter, mais tu vois, c'est vraiment ça. Mais tu peux pas le faire en cercle fermé. Donc c'est comment peut-être un regard extérieur vient de challenger ta prise de position et là où tu veux aller. Yes. Ça fait plein de pistes qu'on a abordées. Est-ce qu'il y a quelques erreurs à surtout éviter, quelques failles dans lesquelles il ne faut pas tomber, glisser? Je pense qu'on en a soulevé déjà certaines. Tu vois, pas de com interne, pas de préparation, pas de preuves. Tu vois, si on est sur de l'impact, en fait, enfin, c'est Bah là, tu c'est vois, du greenwashing, on parle, du pain ouais, béni. ouais, on parle beaucoup de storytelling. Il est important, il est clé même au-delà des messages. Après, c'est pas dans le sens de raconter des histoires, hein. C'est raconter une histoire. Et j'insiste sur cette différence-là. Pas de strat, pas de préparation en effet, pas d'anticipation. Mal connaître ses cibles ou ne pas comprendre pourquoi on fait de la communication ou des relations presse. Et et tu vois, il y a aussi le côté paillettes. Euh, Vraiment savoir pourquoi on fait les choses. Moi, j'ai eu le cas d'une entreprise que j'accompagnais dans un appel d'offres, qui voulait choisir une agence. Et donc, moi, je viens, elle y connaît rien en RP. Donc, mon rôle, c'est aussi d'accompagner et dans tout le process de l'appel d'offres. Et en shortlist, il y en avait deux. Et je lui dis vraiment, celle-là, tu vois, dans sa manière de traiter les équipes, de parler aux femmes. Enfin, tu vois, on était sur des sujets-là. Je la sens pas. Il dit oui, mais le mec est super connu. Il a tel pédigré. Il a un super réseau. Oui, mais tu vois, il y a un lien. Non, on va prendre telle agence parce que franchement, c'est trop la classe de bosser avec X, Y. Tu es le client, tu décides. Ils ont géré au bout de 4 mois, ils ont arrêté parce qu'en effet, ça tenait pas au-delà de la qualité. C'était vraiment finalement, est-ce que les valeurs de ta propre entreprise, enfin tu vois, les personnes avec lesquelles tu travailles, est-ce qu'elles partagent tes propres valeurs? Et en fait, mon client m'a dit ah oui non mais en effet, il nous parle mal, mais il parle très mal à ses équipes, ça me dérange. Il les fait travailler à 3 heures du matin. Donc je pense que c'est aussi ne pas se laisser attraper par les paillettes et être très au clair sur ses propres valeurs et savoir s'entourer des personnes qui partagent tes valeurs. Mm. Ça, c'est la clé aussi. Quand on parle de RSE, il y a l'aspect social, humain et les valeurs qui sont importantes à prôner, à partager et que ce soit en interne ou en externe. Ça, Complètement. on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu as envie d'aborder avant qu'on arrive sur notre phase classique Je pense de... qu'on en a abordé quand même pas mal. On en a abordé pas mal. Écoute, là, on approche l'heure déjà d'échange. Je pense que Mais comme quoi, il y avait plein de choses, en il y tout a cas, beaucoup de sujets. que j'avais envie de creuser et que tu puisses partager à nos auditeurs. Alors, bah, si on passe à ma séquence classique des invités, mon podcast se nomme Marqueur, puisque je suis convaincue que le marketing durable est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, ce nom-là? En fait, ça m'inspire à titre personnel parce que j'espère que ça se ressent. Je fais beaucoup les choses avec le cœur. On est Avec deux. passion. Et je pense que de toute façon, pour faire vivre une entreprise et la porter haut, il faut aussi y mettre de son cœur. Et surtout quand on a des engagements sociétaux, environnementaux, je pense qu'il faut y mettre du cœur. Ce qui n'empêche qu'il faut garder un équilibre avec la raison et toujours avoir quand même ce côté mesure. Mais oui, ça m'inspire énormément parce que je pense qu'en fait, si t'as pas d'authenticité dans les actions que tu peux mener, encore plus sur ces sujets-là, ça va clairement, ça va se voir au bout d'un moment. C'est ça. On ne peut pas
leurrer. Sur le long terme, c'est compliqué. Donc oui, ça me parle complètement et je trouve ça super toutes les initiatives que tu mets en avant aussi. Est-ce que tu aurais un éco-geste que tu as envie de partager, soit que tu fais pro ou et que tu conseilles avec tes clients ou en perso avec tes deux petites filles, parce qu'on a ça aussi en commun, on a deux filles. Ouais, je me suis posé la question et j'avais l'impression de rien faire d'original. Tu vois, je trie mes déchets, je passe derrière. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter sur cette question? Je fais ce qu'il faut faire déjà, ce que pas forcément tout le monde fait, hein, mais voilà. Donc je regarde où sont fabriqués les vêtements que je peux acheter. Je veille en effet à ce que la lumière soit éteinte à la maison. Je trie. Après, je trouve que la génération de nos enfants, donc j'ai 2 filles, 6 et 9 ans, elles sont quasiment plus calées que moi sur les choses à mettre en place. C'est assez parce impressionnant. Qu'elles le voient à l'école, parce qu'elles en parlent. Même dans les magazines, dans les podcasts, les enfants. C'est vrai, elles écoutent des petits podcasts. Elles en écoutent beaucoup. Et même dans Youpi, par exemple, il y a beaucoup ou Astrapi. Tu vois, donc là, c'est plus des magazines, mais en effet, il y a beaucoup de choses liées au développement durable, à l'environnement. Mais je crois beaucoup à la pédagogie. Hein. Ah ouais, clairement. Et c'est vrai. Alors, tu vois, ce que je fais, c'est que par rapport à l'alimentation, donc je parlais de la fabuleuse cantine, mais j'ai aussi bossé avec Casamiam, qui est vraiment sur le lien entre les agriculteurs et les consommateurs. Et moi, c'est vrai que j'essaye de toujours leur dire, bah non, là, on va pas acheter des fraises au mois d'octobre. Et oui, tu dis, mais même si elles viennent de France, c'est qu'elles viennent sous serre. Enfin, c'est ça. Mais donc voilà, d'éduquer peut-être sur déjà manger sainement, local. À la maison, mais je trouve que et c'est leur ouvrir. J'ai la chance de faire un métier qui me permet de voir plein d'initiatives et comment je peux leur en faire bénéficier aussi. Mes enfants et un maximum de personnes aussi, hein, mais tu vois, la dernière fois de Greener Good, je sais pas si tu connais l'association qui a mis, c'était le week-end dernier, qui mettait en place plein d'initiatives en France avec des petits jeux, c'était super gamifié. Et ben comment je donne accès à ça au maximum de personnes et à mes enfants. Ouais. Bon, il y a peut-être du bruit autour, hein, mais comme tu viens de Lyon, on s'est retrouvé à la gare de Lyon dans le magnifique resto Le Train Bleu. Donc forcément, nous ne sommes pas seuls. Et pour ma petite dernière question, est-ce que tu as un invité que tu aimerais me recommander pour un prochain épisode? Il y en a plusieurs. Je pensais à Eric Petrotto, justement, le cofondateur de la fabuleuse cantine, qui mène vraiment une lutte contre le gaspillage alimentaire. Et je trouve que ce qu'il fait est assez admirable et assez innovant. J'ai mentionné We Dress Fair tout à l'heure, donc je pensais à Marie Nguyen qui pourrait venir parler de tout ce qui est mode éthique, ce serait super intéressant. Et si on reste dans la sphère lyonnaise, tu vois, il y a par exemple Julien Marbouti qui est le directeur du H7 qui pourrait partager justement, donc qui a le lieu totem du numérique, mais qui accueille plein d'initiatives et de startups à impact. Donc je pense que lui aurait une visibilité et une perspective très large. Ou encore Marie Garcia du Zester. Qui participe. Ça en fait beaucoup là, tout ça. Ouais, bah tu m'as demandé. Alors j'ai parlé comme quoi, tu vois, finalement moi aussi la façon dont je travaille, je me dis, je réalise que je m'engage ou j'accompagne beaucoup d'entreprises qui sont engagées dans cette démarche-là. Oui, voilà. Et aussi c'est par rapport à ta philosophie de vie ou de conviction personnelle qui va en lien avec. Bien sûr, même, tu vois, on disait qu'on était au Train Bleu parce que je voyage beaucoup en train, j'ai beaucoup travaillé pour le ferroviaire, même très très jeune, hein, je portais à l'ONU les messages du ferroviaire comme mode de transport durable, donc depuis très longtemps, c'était une évidence. Ces valeurs-là. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez appris plein de choses. Vous savez maintenant un peu mieux parler aux médias, aux journalistes, en tout cas quelques clés pour le travailler en interne. Et si vous n'avez pas les compétences, eh bien vous pouvez toujours contacter Delphine pour qu'elle puisse vous aider, vous coacher, vous accompagner. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi Diane, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action.
Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!